Que nous raconte une route sur nous-mêmes? Peut-elle nous transformer? Et que nous révèle-t-elle sur les lieux qu'elle traverse? Comme toutes les routes antiques, la Via Cassia commence à Rome. L'usage était de donner aux voies romaines le nom de celui qui ordonnait sa construction. Érigée par le consul Cassio Longino, elle prit le nom de Via Cassia vers 154 avant notre ère. Le pont Milvio signe le kilomètre zéro de notre voyage le long de la Via Cassia. Ce pont, qui traverse le Tibre, fut l'un des tout premiers de Rome. Pendant 450 km, nous suivrons la Via Cassia, traversant le nord du Latium et la Toscane, à la rencontre de ceux qui animent et font vivre cette terre. Aujourd'hui, la Via Cassia n'a pas perdu sa valeur symbolique. Elle est peut-être bien plus qu'une route. C'est un chemin d'histoire, de vie et de culture. Rai, 45 da Maria Teresa Bellucci, Alberto Picciocchi, grazie e buon ascolto in compagnia di Radio 3. Prossimo notiziario. Attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, ecco Keita del chilometro 2 di Roma, code alternati per traffico intenso tra lasciamenti autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con la statale 7 via Appia in carreggiate interne e code alternati per incidente tra lasciamento di direzione Roma Nord e via Nomentana in La Via Cassia remonte en direction de Florence et rejoint le port de Carrare. Elle traversait les villes de Viterbe et de Montefiascone, puis elle pénétrait en Toscane, rejoignant Sienne. Après Florence, elle se dirigeait vers la côte et terminait son parcours à Carrare, capitale mondiale du marbre. Nous allons tenter de la suivre, plonger dans l'imaginaire qu'elle véhicule depuis des siècles, pour découvrir ce qu'elle nous raconte de son Italie. Pendant plusieurs siècles, on retrouvait la Via Cassia ici et là, au gré de fouilles archéologiques ou parfois du hasard. Aux abords de la voie, de nombreux vestiges sont encore intacts. À 90 km de Rome, la Via Cassia passait près de l'ancienne ville romaine de Ferencium, bâtie sur un ancien village étrusque. Véritable carrefour de civilisation, les 27 arches de son majestueux amphithéâtre témoignent encore aujourd'hui de la gloire et de la beauté passée de cette ville. Aujourd'hui, des chercheurs et des associations de pèlerins tentent de retrouver le sillage exact de la Via Cassia pour la rendre à nouveau accessible. Renato Trappé et des collègues de l'association Il Pellegrino parcourent depuis plusieurs années le tracé pour tenter de la cartographier. Un instant. On est sur le bon chemin? Non, je crois pas. Peut-être que c'est par là. Ah ok, il y a des indications ici. Ah, ça fait du bien, cette petite brise. Les amis, nous sommes sur la Cassia romaine, la voie consulaire la plus importante de Rome après la Via Appia. La Cassia était une voie qui emmenait vers le nord. C'était fondamentalement la route qui reliait Rome à Florence. Regardez ces vestiges si anciens de notre région. Je m'arrête et je me dis, ici, il y a 2000 ans, il y avait de la vie, vous imaginez? Ces voies romaines avaient comme but principal de créer un passage pour l'armée romaine. Et il fallait que l'armée passe sans obstacle. Mais le plus surprenant, c'est que cette voie a été construite par les soldats eux-mêmes. Comment faisaient-ils? C'est extraordinaire quand on y pense maintenant. On ne serait sans doute même pas capable de le reproduire. Rappelez-vous que les Romains avaient deux instruments, le fil à plomb et l'équerre. Avec ces deux instruments, ils ont tout construit. Écoute, je vais te dire une chose que je me dis toujours quand je passe par là.
Sur ce pavé, Jules César est passé. C'est sûr qu'il y est passé, parce que c'était la seule route qu'il pouvait prendre. J'ai dit Jules César, mais je pourrais aussi dire Octave Auguste, Pompée. Toute l'histoire de Rome est passée sur ce pavé. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas d'autre route pour aller au nord. C'est quelque chose qui procure une émotion extraordinaire, à mon avis. Avec la chute de l'Empire, la route perd son importance stratégique, mais elle devient un chemin de pèlerinage. À partir du 7e siècle après Jésus-Christ, un courant de pèlerins provenant de ce qui est la France actuelle commence à marcher sur cette route. Du coup, la Via Cassia romaine devient la Via Francigena, à savoir la voie des pèlerins. C'est le point de tout à l'heure? Bonjour. Bonjour les amis. Bonne route. Bonne route. On peut aller par là? Imagine un pèlerin de l'époque qui marche depuis 10 jours, 20 jours. Parce que nous, les pèlerins modernes, nous savons que nous allons arriver à destination. Si on a mal aux jambes, on peut prendre un taxi ou un train et rentrer à la maison. Autrefois, un vrai pèlerin connaissait la malaria, la faim, le froid, les brigands. Mais tu sais que les pèlerins d'autrefois Je sais. faisaient un testament avant de partir. Et pourquoi est-ce qu'ils faisaient un testament? Parce qu'il y avait très peu de chances d'arriver à destination. Mais il y avait aussi un escamotage, Paolo. On pouvait faire le pèlerinage par procuration. Moi, je te payais pour que tu fasses le pèlerinage à ma place. Et moi, j'aurais gardé la récompense spirituelle. Toi, tu serais allé jusqu'à Rome, et moi, par contre, je serais monté au paradis. Via Cassia pour certains, Via Francigena pour d'autres. Partant de Canterbury en Angleterre, des pèlerins parcourent depuis des siècles la Via Cassia en sens inverse de notre voyage pour rejoindre le Saint-Siège de Rome. Je m'appelle Daniela, je vis à Ravenne et j'aime marcher. Actuellement, je parcours l'étape qui va de Sienne à Rome. C'est le dernier trajet qui me manque pour terminer le parcours. J'ai commencé à marcher il y a plusieurs années, ce qui m'a permis de connaître différents chemins italiens. C'est un endroit particulier. On voit l'Italie avec un regard différent. Du coup, quand on parcourt la route, on se sent un peu immergé dans l'histoire. Une fois passé Viterbe, il y a des caves étrusques, donc on marche parmi ces parois très hautes et riches de verdure. Au-dessus, évidemment, il y a des arbres, des arbustes. C'est comme être dans un tunnel sans toit. Attention! On pourrait mettre en évidence le clocher si on enlevait cette partie-là. On ne peut pas l'enlever, je leur ai dit. Comment ça? On ne peut pas l'enlever. Mais si, on va le faire. Après, on peut découvrir des bijoux architecturaux comme cette église que j'ai visitée ce matin par hasard. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Vous allez vers où? À Rome, tôt ou tard. L'intention, c'est d'arriver à Rome, mais pour l'instant, je m'arrête à Vetralla. Et cet endroit, qu'est-ce que c'est? Ah, vous êtes arrivé ici par hasard? Alors, ça c'est un chantier de rénovation. Ça fait des années qu'on restaure cet ensemble qui est l'église de Santa Maria di Forocasio. Vous êtes sur la Francigena, même si en réalité la Francigena passait à 100 mètres d'ici. Donc, cette voie n'est autre que l'ancienne Via Cassia. Ici, il y avait une statio, à savoir une halte où on pouvait changer de cheval et se loger. C'était un endroit très fréquenté. Au milieu du XIIe siècle, il passe entre les mains de l'ordre des Hospitaliers de San Giovanni. Ce site est donc présent dans tous les itinéraires des pèlerins.
En tout cas, si vous cherchez un lieu pour vous reposer, vous êtes au bon endroit. L'église possède des fresques anciennes qui doivent être restaurées. Ils sont en train de travailler pour revaloriser cet endroit. Voici mon ami Carlo, qui est en train d'étudier les fresques, notamment cette inscription. Cette fresque date de la seconde moitié du XIe siècle. Il s'agit d'une devise bénédictine. Qui legitis orate pro nobis. C'est-à-dire, vous qui lisez, priez pour nous. C'est une forme de prière très fréquente dans les endroits de passage, le long des voies. L'idée, c'est de lui rendre son éclat originel. Donc la prochaine fois qu'on va parcourir la Via Francigena... Voilà, on espère que tout sera prêt et que ça sera fini. Comme il nous a fallu 10 ans pour en arriver là, on espère que ça ne va pas nous prendre autant de temps pour terminer. Je l'espère aussi parce que dans 10 ans, je ne serai plus capable de marcher autant. Très beau, très très beau. La Francigena naît en tant que chemin spirituel, mais c'est aussi un parcours intérieur. Tu vois, nous avons vécu à la maison des années difficiles. D'abord, c'est moi qui suis tombée malade, ensuite mon mari. Sauf que moi, j'ai réussi à m'en sortir, et pas lui. Marcher, ça m'apaise. Quand on marche, tout ce dont on a besoin se trouve dans notre sac à dos. Donc c'est ça ton monde. Évidemment, dans le sac, on met tout. Après, on cherche à abandonner des choses le long du chemin. On essaie d'abandonner les pensées douloureuses le long de la route. Et parfois, on y arrive, parfois non. De toute façon, on rentre chez soi toujours plus riche au niveau moral et émotionnel, disons. Il arrive souvent de rencontrer des gens le long de la route. Ils peuvent être devant toi, on peut les dépasser, mais on les retrouve presque toujours le soir dans les maisons d'accueil. C'est là que des amitiés naissent. Elles peuvent durer 3 heures, 1 jour ou toute la vie. Mais on rencontre des gens du monde entier. La seule chose qui nous intéresse quand on arrive dans une maison d'accueil, c'est de rencontrer des gens bienveillants, de pouvoir prendre une douche chaude, de trouver un lit où dormir et quelque chose à manger. Et là, on est bien, on est apaisé. C'est ça le plus important. J'ai besoin de 2 volontaires. 2 volontaires pour mettre la table. Un pour nettoyer la table, l'autre pour mettre les assiettes et les verres. Vous devriez écrire, mais dis-moi. K-I-M. Quel âge? 26. Tu vas à Rome? Oui. Là. Merci. Alors c'est un plat unique, ça vous va? Entrée et plat dans la même assiette.
Alors, avant de manger, est-ce que quelqu'un souhaite dire un mot? Une bénédiction, une prière ou autre chose? Eh bien, bon appétit alors! Le voyage le long de la Via Cassia, l'ancienne voie consulaire romaine, traverse la ville de Montefiascone dans le Latium. Nous suivons cette ligne, presque imaginaire de la Via Cassia, tracée en 215 avant Jésus-Christ et qui nous conduit vers le nord de la Toscane. Une ligne qui nous conduit vers des territoires inattendus comme la quasi-désertique vallée des Calanques. Sur une colline de tuf, dessinée par l'érosion, surgit de cet horizon désolé la ville de Civita di Bagnoregio, édifiée à l'origine il y a plus de 2500 ans par les Étrusques. Reliée au reste du monde par un seul pont de 400 mètres de long, les habitants l'appellent aussi la città che muore, la ville qui meurt. Notre chemin poursuit vers le nord, et passé le lac de Bolsena, la Via Cassia pénètre dans ce qui était, là encore, le territoire des Étrusques. Cette civilisation pré-romaine très avancée vénérait le mont Amiata, un ancien volcan qui surgit de la campagne toscane. Un voyage le long de la Cassia, c'est donc aussi une excursion dans les premiers temps de la géologie de l'Italie. En ce moment, je termine ma formation de guide naturaliste et excursionniste. Pour moi, le mont Amiata représente un lien fort avec la nature. C'est un endroit qui m'a toujours fasciné, qui est un peu magique et mystique. Face à nous, c'est le mont Amiata, un volcan qui était actif il y a entre 300 000 et 190 000 ans. Parfois, je me balade avec mon ami Lorenzo et nous allons explorer des zones à côté du mont Amiata pour découvrir de nouveaux détails sur les sciences de la Terre. C'est impressionnant de voir comment ça bouillonne. C'est une couche argileuse, celle qu'on voit en gris foncé. Ce qui est particulier ici, c'est que les eaux les plus chaudes se trouvent à Bagni San Filippo, où la température atteint les 70 degrés à la source. Elle baisse au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Le générateur de chaleur, c'est justement le volcan Amiata. Les bains de San Filippo étaient un endroit très fréquenté par les Romains. Ils ont toujours aimé les sources d'eau thermale, qui sont à la fois un divertissement et aussi une forme d'hygiène. Pendant des millions d'années, l'écoulement des eaux calcaires à Bagni San Filippo a formé ces masses solides, ressemblant à de la neige. Aujourd'hui encore, après plus de 2 millénaires, les visiteurs des sources thermales naturelles profitent des vertus de cette eau riche en calcium et magnésium.
Via Cassia quitte le mont Amiata pour entrer dans la célèbre vallée d'Orcia, réputée pour être la plus belle d'Italie. Depuis plusieurs siècles, ces collines, peuplées de cyprès, accueillent des vignes. Certains viticulteurs sont à la pointe de la recherche sur le vin et la biodynamie. Les vestiges de la Via Cassia se trouvent probablement à Montalcino, sous le domaine Podere le Ripi et sa cave, à l'architecture ultramoderne. Podere le Ripi, c'est un endroit merveilleux. Je l'ai cherché pendant 10 ans et quand je l'ai trouvé, j'en suis tombé amoureux. Il appartenait à un berger, donc il n'y avait aucune vigne plantée là. Après, j'ai commencé à planter les vignes. Au début, je voulais vendre du raisin et à la fin, je suis devenu vigneron. Finalement, c'est devenu la plus belle aventure de ma vie. Viticulteur audacieux, depuis 19 ans, Francesco Eli remet au goût du jour une vigne qui avait disparu. Allez, viens, viens. Laisse tomber. Viens. Il n'en fait qu'à sa tête. Lucky. Je pense surtout être un curieux. Et quand je m'attaque à un sujet, je veux l'approfondir jusqu'au bout. Je ne lâche pas tant que je n'ai pas tout compris. Allez, viens, courage. On rentre à la maison. Regarde ce beau travail. Il en faut, de la paille. Généralement, avec un compacteur, je peux en faire 6 à 8 bottes. J'en enlève un peu d'ici? Non, ça va. Étale-la mieux et c'est bon. Nous travaillons autour du concept de la biodynamie. On y croit beaucoup. D'un côté, on a besoin d'un peu plus de main-d'œuvre que les autres, et ça se voit. Mais d'un autre, tu obtiens des vins d'une qualité supérieure. Et aussi des vins plus sains, car ils ne contiennent pas de molécules nocives. Donc le bonsaï, c'est une idée que j'ai eue en 2005, en plantant des vignes très proches les unes des autres, histoire de créer une compétition entre elles, ce qui force les racines à devoir aller plus rapidement en profondeur. Je l'ai appelé bonsaï parce que les plantes restent petites, tu vois. En n'ayant pas beaucoup d'espace, les plantes restent plus petites par rapport à d'autres plantes qui ont plus d'1 mètre carré à disposition. Quand nous avons commencé à faire le bonsaï, les collègues, les agronomes, les œnologues venaient les voir et tout le monde disait que c'était une bêtise et que ça n'allait jamais marcher. Alors qu'après 3 mois, on a vu que ça marchait très bien, puisque la mortalité était beaucoup plus basse. Alors, Francesco? Celles-ci, elles vont commencer maintenant. Oui, C'est vrai qu'elles sont fines pour avoir 14 ans, hein. c'est clair. En tout cas, le bonsaï ne manquera pas d'eau cette année, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'après ce qu'on en sait, nous avons été les seuls à faire le bonsaï jusqu'à l'année dernière, quand quelqu'un au Canada nous a envoyé une vidéo nous montrant qu'il avait commencé à en faire lui aussi. Au dos des t-shirts, on a écrit « Sois fou, mon ami ». Nous, on veut être un peu fous, oui. Nous avons fait les choses différemment des autres, par exemple le bonsaï ou la cave. Et il faut un peu de folie pour faire ces choses, d'une manière vraiment différente des autres.
La cave reprend l'idée et la forme d'une vigne qui s'enfonce dans la terre. On commence avec l'arrivée du raisin, on descend ensuite pour la fermentation, plus bas encore pour le vieillissement en fût, et on termine par l'affinage et la mise en bouteille. Cela permet de créer un parcours continu sur 2 niveaux. Comme si cette cave en forme de vigne pouvait transférer l'énergie de l'univers à l'intérieur de la Terre. Le centre de la cave, que j'appelle le Panthéon, car elle en a la forme avec le trou en haut, est le centre énergétique de la cave. J'ai senti la force qu'il y avait à l'intérieur. Quand nous avons terminé de construire le Panthéon, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une acoustique incroyable. Alors on a décidé de diffuser de la musique classique. Il y a une playlist d'une centaine de morceaux classiques qui s'enchaînent en continu. Est-ce que ça fait du bien au vin? Je ne sais pas. Mais il y a de l'harmonie et si ça peut faire du bien, tant mieux. En tout cas, ça ne fera certainement pas de mal. À mon avis, cet endroit porte un message. Au début, on s'est dit, faisons du vin sans éléments chimiques. Nous sommes profondément persuadés que la biodynamie est une bonne chose. Que c'est la méthode juste pour bien faire de l'agriculture. On réduit le CO2 sur cette planète et en même temps, on crée des postes de travail dans des endroits merveilleux. Au cœur de la beauté et du savoir-faire, la Via Cassia nous mène dans des lieux d'excellence et d'harmonie. Nous quittons la vallée d'Orcia, ses collines ondulées, presque lunaires. Son tracé côtoie la chapelle de Vitaletta pour remonter encore et toujours vers le nord. Au cours des siècles, la Via Cassia a connu des modifications sur son parcours. Elle traversait au Moyen-Âge la ville de Sienne, par la porte de Rome, située au sud de la ville. La ville accueille le premier hôpital du monde, Santa Maria della Scala, fondé au XIIIe siècle pour y accueillir les pèlerins qui se rendaient à Rome et qui souffraient des blessures dues à leur pénible voyage. C'est aussi grâce à la Via Cassia qu'il fut possible de transporter le marbre de Carrare à Sienne pour bâtir le joyau de la ville, la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension. On découvre son architecture de style gothique toscan avec parcimonie, au fur et à mesure qu'on avance vers elle. Lorsqu'on lui fait face, elle révèle toute sa splendeur. L'ensemble des pavements intérieurs de la cathédrale est en marbre, formant l'un des exemples les plus étendus de marqueterie figurative au monde, 56 cadres de scènes bibliques couvrant près de 3000 mètres carrés. Un projet décoratif unique dans l'art italien qui s'est étalé sur 600 ans, du XIVe au XIXe siècle. Un chef-d'œuvre technique et artistique d'une originalité absolue.
après Sienne, la Via Cassia remonte en direction de Florence. Elle traverse la ville d'Impruneta, célèbre pour sa terre cuite, aussi connue sous le nom de Coteau d'Impruneta. Dans notre petite entreprise artisanale, nous sommes 4 à travailler. Il y a moi, mon frère et 2 salariés. Pour les amphores, on utilise la terre d'Impruneta, moulue très finement, presque comme de la poudre. Et on la malaxe avec de l'eau dans des anciennes pétrisseuses, autrefois utilisées pour le pain. Pour faire une jarre, il faut en moyenne un mois. Au début des années 2000, il y a eu une grosse crise dans le commerce de la terre cuite. Et en entendant parler des amphores à vin, on s'est demandé pourquoi ne pas les faire avec la terre d'Impruneta. Début 2008, nous avons cherché de nouvelles idées pour la terre cuite. Alors on a pensé aux amphores pour le vin. Ça n'existait plus en Italie. Et donc nous avons commencé une expérimentation, mais qui était quand même professionnelle. On a fait des analyses sur le vin, sur les métaux lourds, et bien entendu sur tout ce qu'il fallait faire avant de proposer nos produits aux entreprises viticoles. Et puis on s'est lancé. C'est une tradition très ancienne. Les Romains gardaient le vin dans les amphores. Pas que le vin d'ailleurs, d'autres choses comme le blé, l'huile. Parce que les amphores permettent de toujours garder la même température. Bien évidemment, le vin en amphore a des caractéristiques complètement différentes des autres contenants. La principale, c'est l'oxygénation qui ressemble un peu à celle du bois, mais contrairement au bois, la terre cuite ne donne pas d'arôme ou de saveur. Donc, généralement, les gens qui achètent une amphore veulent faire un vin qui a pleinement le goût du vin. Alors, Pierpaolo, regarde. Voici 2 exemples. Tu vois, normalement, ils utilisent ces charnières en acier. Évidemment, nous avons toujours voulu évoluer par rapport à l'amphore et à la jarre classique. Qu'en penses-tu, toi, en tant qu'architecte et designer? On cherche de nouvelles formes, de nouveaux modèles. Donc on a pensé à proposer aux viticulteurs un produit au design à la fois nouveau et très ancien. Ça, c'est la charnière standard qu'ils utilisent pour les cuves en acier. Beaucoup de clients, des producteurs de vins biologiques et en biodynamie, nous ont demandé de ne pas faire entrer le vin en contact avec l'acier. Corrige-moi si je me trompe, mais la section est comme ça.
Donc si je fais ainsi, je devrais... Là-dessous, il y a tout le système sur lequel ça s'appuie. Et voilà. Alors prends celle-là, l'autre part en France, et celle-ci doit aller là-bas, au fond. On a eu de la chance parce que notre idée a été très bien accueillie. On sentait que le marché du vin avait besoin de nouveautés. En haut, vas-y, monte, monte. Nous vendons nos jarres dans pratiquement tous les pays où l'on produit du vin. Pour la création de ces amphores, la personne qui a été déterminante, c'est mon père. Sa passion, c'était son métier. Et il avait pour nous un amour énorme. Donc le fait que les choses ne marchent pas si bien, pas comme il avait rêvé et espéré, ça lui faisait du mal. Alors il s'est lancé dans cette aventure avec une passion incroyable. Mon meilleur souvenir, c'est quand nous avons commencé à vendre les amphores, quand on a fait pour la première fois Terracotta e Vino. Je me souviens de la fierté dans son regard, la fierté d'avoir renversé la situation. Parce qu'en 2008, honnêtement, personne n'aurait parié sur nous. C'est donc surtout grâce à lui. Nous avons fait notre part, mais sans lui, on n'aurait pas été en mesure de réaliser tout ça. Passé Florence, la Via Cassia part en direction de l'ouest pour rejoindre la côte tyrrhénienne. Sur les rives d'un lac près de la ville de Viareggio, à moins de 3 km de la mer, se trouve la demeure de l'un des plus importants compositeurs d'opéra. Certains disent même que son esprit habite encore le lieu. Je m'appelle Caterina Kotsou, je suis d'origine grecque. Mon métier est chanteuse lyrique. Je suis venue ici exprès pour intégrer l'académie et pour me perfectionner sur les œuvres de Puccini. Tout ça pour suivre mon rêve. Cet endroit s'appelle Torre del Lago Puccini. Ce nom vient du grand compositeur Giacomo Puccini. Il est venu ici, inspiré par le silence de cette nature merveilleuse, pour écrire. Un compositeur n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais il doit avoir la tranquillité pour avoir l'inspiration. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On répète la fin de la bohème? Comme vous voulez, maestro. Alors, on essaie. Quelle partie?
à partir de Sono Andati. À l'académie, nous faisons beaucoup de cours de technique vocale pour chanter Puccini. Parce que Puccini, pour un chanteur lyrique, c'est peut-être le compositeur le plus difficile à interpréter. L'académie me donne l'opportunité de faire un premier pas dans le monde de l'opéra, d'envisager vraiment les difficultés du métier de chanteur. Bien, ça allait très bien comme ça. Mais ici, je ne tiens pas beaucoup la note, si. Non, ne le fais pas, comme c'est écrit. Quand je vais sur le lac, je ressens toujours une émotion très forte. Cet endroit, je dirais qu'il est un peu mystique. Il y a une énergie étrange qui donne la force d'avancer. Et dans cet endroit, tout est musique. L'air est musique. En écoutant les oiseaux, on peut entendre la musique. En regardant le lac, tu vois les couleurs, et c'est une inspiration, comme les couleurs de la musique. Parce que la musique n'est pas seulement un ensemble de notes, c'est aussi des couleurs, plus fortes, moins fortes, piquées. On essaie? Ah, un beau vêtement pour la diva. La diva per la diva. Mince, ça ne se ferme pas? Si, mais il faut un peu de patience. Si Dieu m'a donné cet instrument, cette voix qui est puissante et belle, eh bien je crois que j'ai ces qualités pour y arriver. Il faut que je chante dans d'autres théâtres. Je dois avoir la carrière que je souhaite pour moi. Parce que si Dieu m'a donné ce don, je dois y arriver. Ce théâtre, mais aussi le festival Puccini, ont été un véritable point de départ pour de nombreux chanteurs lyriques. Leurs voix se sont diffusées et ils sont ensuite allés partout dans le monde. La Via Cassia quitte le lac Puccini pour atteindre les sommets des montagnes de Carrare. Les célèbres carrières de marbre blanc font partie des Alpes apuanes. On estime qu'il resterait plusieurs siècles d'exploitation de marbre. La Via Cassia rejoignait l'historique port de Luni, point de départ des blocs de marbre, qui allait orner l'ensemble des palais et des temples de l'Empire romain aux quatre coins de la Méditerranée et du monde connu.
Ici, on peut vraiment tout voir. On voit tout. Ici, on amène les gens qui ne payent pas. Et puis après, ils payent. T'as compris? T'as compris notre astuce? J'avais 12 ans quand j'ai commencé à travailler. J'étais un enfant. Il fallait au moins 2 heures pour monter et 2 heures pour descendre. Il n'y avait pas les routes. Pour transporter le marbre, on utilisait des rondins de bois et les bœufs. Après, il y a eu le train, mais on utilisait toujours les rondins. Avant, on faisait tout manuellement. C'était un effort énorme. Ce que les excavatrices et les décapeuses font aujourd'hui, nous le faisions à la main. Soit tu tenais le coup, soit tu mourais. Ici, il n'y a pas d'autre solution. Michel-Ange partit de Rome pour arriver à Carrare. Il visita toutes les carrières. Il y en avait plus de 300. Puis, c'est là qu'il a compris que la matière dont il avait besoin était précisément ici. Il s'arrêta ici pour discuter avec les ouvriers de la carrière, récolter cette matière et pour ensuite la porter à Rome pour faire de la sculpture. On pourrait se demander pourquoi il est venu ici. Il a choisi cet endroit parce que c'est la meilleure matière du monde. Regardez, j'ai moi-même découvert que c'est transparent. Celui-ci? Et celui-là, c'est l'un de ceux... Mais celui-ci, il est prêt? Celui-là, nous sommes en train de le préparer. Pendant 10 ans, j'ai pratiqué tous les métiers des carrières jusqu'à mes 27 ans. J'ai travaillé comme marbrier pour des entreprises, mais j'avais envie de me mettre à mon compte. C'est à ce moment-là que, à 27 ans, j'ai créé mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3 carrières. J'ai aussi créé un atelier de sculpture et je travaille avec les artistes les plus importants et des sculpteurs nationaux et internationaux. Non, 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 mais ici ça tourne. Tu vois, il rentre un peu vers l'intérieur là. Je suis sculpteur. Je m'occupe principalement de dégrossir le bloc. Je découpe la matière pour arriver à 80% du finissage. Évidemment, cela dépend de ce que l'artiste demande. Je dirais que mon travail consiste à réaliser des formes qui ne sont pas les miennes. Parce que moi, je travaille pour les artistes. J'ai la responsabilité de commencer du bloc entier et de faire ressortir, au fur et à mesure, la forme de l'œuvre qu'on m'a commandée. Après, l'artiste est effectivement celui qui s'occupe de tout. C'est quand même lui qui a l'idée, qui nous donne le concept, le croquis. C'est son œuvre. Le marbre est un matériau très versatile. Il a une résistance incroyable et une délicatesse tout aussi incroyable. C'est un matériau qui se laisse travailler, qui a une couleur pure. À Rome,
à Sienne, peu importe où tu vas, tu trouveras le marbre de Carrare. Moi, je suis de Carrare, du village. Je suis né là et j'ai choisi mon métier. Parce que mon père était maçon. Mais moi, je ne voulais pas devenir maçon. La Via Cassia s'achève ici, dans l'actuel port de Carrare. Elle reliait les terres d'Italie à d'autres terres, qui à la fois nourrissaient la diversité culturelle italienne et permettaient la diffusion de son excellence dans le monde entier. Comme il y a 2000 ans, les blocs de marbre embarquent sur des bateaux pour décorer les grands édifices de la planète. Notre voyage, lui aussi, continue pour explorer de nouvelles voies romaines en Italie.